Et puis, je vais pouvoir passer la parole à Marion, Isabelle et Thierry, qui vont vous présenter les quelques nouveautés de la version V5, tant sur les aspects frontaux-graphistes, fonctionnels et techniques. Voilà comme ça? Ouais, vas-y. Ok. C'est toi qui bouge. C'est bon, c'est moi qui bouge. Ok. Très bien. On va vous présenter un petit peu, hop, excusez-moi, on va vous présenter maintenant les nouveautés de la version 5 de la solution. Sans effet démo, Marion. Sans effet démo, on va voir. À double voix, donc pour la partie back-office, ça sera moi, et Isabelle Josse pour la partie front-office. Ensuite, Thierry de Villechabrol prendra la suite pour vous parler sur les parties techniques. Alors, dans la V5, côté back-office, il y a eu un gros travail sur l'entrée, notamment avec la fourniture du module de collecte dans une version bêta, et un gros travail qui touche à l'enrichissement des métadonnées et à l'amélioration des modalités de recherche, notamment sur des gros volumes d'archives. Côté front office, il y a eu de l'amélioration également sur les aspects de recherche et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Désormais, il est possible de mettre à jour des DUA dans la V5, de supprimer des DUA également, de réorganiser des arborescences, de supprimer également des arborescences, et il est également possible de se connecter via Agent Connect, il me semble. Côté administration technique, une contribution du CINES concerne l'offre froide. Il est désormais possible d'installer un Vitam avec une seule offre qui est froide. Il y a eu aussi un gros travail d'amélioration de l'exploitation, notamment avec la gestion des habilitations de haut niveau, certificats, contexte applicatif, etc. Je vais passer directement aux démonstrations. Je vais repasser ici parce que je voulais déjà un petit peu présenter. Donc, côté back-office, donc les nouvelles briques, là c'est la roadmap actuelle, enfin habituelle que vous voyez à chaque présentation des versions majeures de Vitam. Donc un gros travail côté back-office sur la partie entrée, sur la partie accès, et côté technique sur l'administration technique. Alors, côté entrée, on a livré une version bêta du module de collecte qui est livré donc dans une version bêta, donc pas forcément utilisable en soi comme ça en production, et pour un usage pour le moment uniquement via API. Donc ce module de collecte que je vais vous présenter cet après-midi permet de créer des métadonnées contextuelles. Ça correspond peu ou prou à des en-têtes de bordereaux de versement. On va signaler une cote métier, le service producteur, le service d'archives qui va récupérer les archives. Et à la suite de cette création de métadonnées contextuelles, il permet donc via API de créer des unités archivistiques, donc des niveaux de description, et d'associer des objets binaires et des métadonnées techniques, puis après avoir créé finalement son paquet d'archives, de générer un paquet d'archives conforme au CEDA et de l'envoyer directement dans Vitam. Donc tout ceci pour faciliter finalement l'interopérabilité entre les applicatifs qui n'ont plus forcément besoin de parler CEDA avec le SAE, mais d'envoyer finalement via API des requêtes formatées en JSON, d'enrichir dans le module de collecte les métadonnées. Dans la version bêta, le module de collecte permet d'identifier les formats, de calculer le poids des fichiers et de calculer les empreintes. Donc pareil, le SI qui verse n'a pas besoin de le faire. Ça permet également de développer pour des utilisateurs du back-office Vitam de développer des interfaces qui permettent de saisir finalement des bordereaux de versement, chose qui jusque-là n'était pas possible de faire. Dans la partie accès, on a travaillé à enrichir les métadonnées, tout d'abord pour pouvoir finalement avoir plus d'informations enregistrées en base de données, mais également pour faciliter finalement la recherche avec l'ajout de ces nouvelles métadonnées qui sont de facto recherchables via le moteur de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté comme nouvelles métadonnées? Donc, un peu en avance de phase, avant d'intégrer le CEDA 2.2, on a ajouté un bloc agent générique qui était assez demandé par nos utilisateurs et qui, de facto, est utilisable dans la V5 de Vitam. On a ajouté également des dates de création qui correspondent à la date de versement des niveaux de description, des unités archivistiques. Et dès qu'il y a une modification de métadonnées, une réorganisation d'arborescence, une mise à jour des règles de gestion,
on a une date de dernière modification qui va être incrémentée et mise à jour dans ces métadonnées. À quoi ça sert? Ça sert surtout à pouvoir faire des recherches sur notamment si on a besoin pour son rapport annuel d'isoler le nombre d'archives ou la liste des archives qui ont été versées entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année civile. Et aussi, suite aux travaux autour de Vitam UI liés à la recherche sur les règles de gestion, on a amélioré la modélisation des métadonnées de gestion qui sont calculées par Vitam. Alors, je vais vous montrer un petit peu ces informations-là. Donc, je vais vous ouvrir un paquet d'archives en XML. Attention les yeux. Alors, dans ce paquet d'archives, il y a 3 unités d'archives. Donc, des niveaux de description. Une unité d'archives dossier qui... Hop, je vais essayer de bien vous les avoir. Niveau dossier qui porte une règle de gestion. Donc, elle s'intitule dossier. J'espère qu'on voit suffisamment bien. C'est flou? Ah, mais je peux pas. Je suis pas sûr qu'on puisse améliorer les choses. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. C'est trop? C'est bon? Ok. Une deuxième unité archivistique, donc 2 unités archivistiques de niveau inférieur. Donc, une qui porte une règle, donc qui s'intitule image de lac. Ce sont des jeux de test. Et une autre, donc qui porte aussi un bloc agent, donc ce fameux bloc agent générique. Et une deuxième qui ne porte pas de règle de gestion et qui, pareil, a un bloc agent. Donc, je vais importer dans Vitam ce paquet d'archives que je vous montre, en passant par les interfaces Vitam UI, dans l'app de dépôt et suivi des versements. Je confirme le versement. Je rafraîchis un petit peu parce qu'il y a toujours un petit temps de latence. Il est fatigué aujourd'hui. Ah, c'est bon. Alors, mon paquet d'archives a bien été versé. Je vais retrouver l'identifiant de l'opération et je vais aller voir le résultat. Le résultat n'est pas visible dans les interfaces, donc je vais aller interroger la base de données pour vous montrer qu'on a bien enregistré les différentes informations liées au bloc agent. Donc là, je suis dans la base de données des métadonnées descriptives qui s'intitule Unit. Et je vais aller dans l'archive image de lac 1. On voit que le bloc agent s'est bien enregistré. Base de données. Ensuite, je vous parlais d'une date de création et une date de dernière modification qui ont été automatiquement calculées par Vitam. Elle se nomme _ACD, qui correspond à la date de création. J'espère aussi que vous voyez bien. Et pour le moment, vu qu'on n'a pas fait de modification sur l'archive, la date de dernière modification est égale à la date de versement. Je vais procéder maintenant à une modification de métadonnées via les interfaces. Pour ce faire, je vais aller dans l'app de recherche et de consultation des archives. Je vais rechercher toujours par l'identifiant du versement que j'ai toujours en mémoire. Je vais aller sur image de lac sur le panneau latéral et je vais procéder à une modification de métadonnées. J'appuie sur mettre à jour les métadonnées descriptives. Je vais modifier ça. Ceci est une description. On va faire ça quand vous êtes en train de rédiger vos archives, vos instruments de recherche, etc. Hop, j'enregistre, je confirme. L'opération s'est bien passée. Je vais retourner sur Mongo, donc dans la base de données, et je vais voir si la date de dernière modification a bien été mise à jour en rafraîchissant. Et vous voyez que là, l'heure a été mise à jour. On n'est plus à 8h17, mais on est à 8h19, parce que j'ai procédé à une modification à cette heure-là. Je vous ai parlé également de modifications sur la modélisation des règles de gestion calculées. Donc pour ce faire, pour le constater dans la base de données, je vais procéder à un calcul des héritages sur mes 3 unités archivistiques. Donc, je vais confirmer l'opération.
Ensuite, je vais retourner sur ma première unité archivistique qui porte une règle. Donc, c'est pas l'unité archivistique dossier, c'est une enfant donc qui porte une règle et qui logiquement va hériter de l'unité archivistique dossier. Donc, je vais rafraîchir et on va constater qu'il y a eu un calcul des héritages. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'évolution? On a ajouté un champ qui permet de dire si finalement pour l'unité archivistique, elle porte une règle, elle hérite d'une règle parce qu'elle n'en a pas, ou elle porte ou hérite une règle. Donc ici, on voit elle porte la règle en propre, donc celle que je vous ai montrée précédemment, APP01, ici, et elle en hérite, et celle dont elle hérite se trouve et est identifiée ici. Ça permet finalement à une interface qui veut requêter assez finement les règles de gestion de pouvoir utiliser ces champs-là pour la recherche d'archives. Autre évolution, outre l'amélioration donc des métadonnées enregistrées en base de données, on a travaillé finalement à améliorer les résultats de recherche ou la recherche toute simple sur un grand nombre d'archives quand on souhaite requêter au-delà de 10 000 unités d'archives. Vous savez que c'est un petit peu notre seuil recommandé quand on veut faire des actions sur des lots d'archives. Donc néanmoins, il y a certains utilisateurs qui ont besoin de faire des traitements sur plus de 10 000 éléments. Donc pour ce faire, on a déjà amélioré finalement la comptabilisation du nombre d'archives quand on requête au-delà de 10 000 éléments. C'est configurable. Donc par défaut, le chiffre, le compteur s'arrête à 10 000 éléments quand la configuration n'est pas faite pour un tenant donné, sur la plateforme, excusez-moi. Il y a également des paramètres qu'on peut passer via la requête. L'objectif, c'est bien sûr de pouvoir obtenir un nombre d'occurrences exact suite à une recherche sur un gros volume d'archives. Je vais commencer à vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Donc, via la configuration sur un fichier de configuration, donc ça, c'est l'exploitant de l'installer, et de passer le paramètre authorized track totality à true. De manière, finalement, si je fais une requête sur un ensemble d'archives sur un ensemble d'un tenant, pouvoir avoir une pertinence de résultat exacte. Donc ça peut se voir sur VitamUI parce que le service a été implémenté dans VitamUI. Je vais lancer une recherche sur l'ensemble de mon tenant en sachant que j'ai précédemment lancé des versements sur des SIP assez volumineux. Donc par défaut, si mon paramètre n'était pas configuré sur ma plateforme, le compteur se sera arrêté juste à me signaler, attention, il y a plus de 10 000 éléments, mais j'irai pas au-delà. Vu que j'ai paramétré ma plateforme pour me donner une exactitude de résultat, en cliquant ici, je vais avoir le nombre exact. Donc là, on voit que j'ai procédé et que j'ai 10 315 résultats. Si je sélectionne l'ensemble de ces résultats-là, on voit que le compteur m'indique que j'ai 10 315 éléments sélectionnés. Et après, je peux faire une opération si je le souhaite, à mes risques et périls, bien sûr. Toujours sur les gros volumes, on a créé un nouveau point d'API qui permet de rechercher en mode stream sur l'ensemble, enfin sur un nombre d'archives qui dépasse les 10 000 éléments. C'est également configurable sur la base de données, en sachant qu'il est limité. Par défaut, par tenant, on ne peut procéder à une recherche sur un grand nombre d'archives que 3 fois. C'est bien sûr débrayable et configurable. Donc ça permet notamment dans un contexte de service d'archives qui veut déplacer ses archives versées dans la journée et qui sont assez nombreuses vers une autre plateforme pour conservation ou diffusion, d'utiliser ce point d'API là et ensuite de les envoyer sur une autre plateforme. Alors c'est démontrable via API, donc attention les yeux. Alors c'est une requête, donc nouveau point d'API qui s'appelle stream de son petit nom. Ça va me permettre aussi de vous montrer la recherche sur la date de création sur l'ensemble du tenant. Donc là, on voit que je vais rechercher l'ensemble des archives qui ont été versées depuis le 23 juin. Je vais lancer ma requête. Un petit temps de latence parce que logiquement, je vais requêter, je pense, à peu près sur les 10 315 éléments que je vous ai présentés via les interfaces. Parce que je vais avoir un fameux effet démo.
Ah, voilà. Oui, donc le résultat que j'attendais, c'était pas tant de m'afficher toutes les métadonnées des unités archivistiques, mais au moins juste l'identifiant des unités archivistiques pour pas qu'on passe toute la journée. Donc vous voyez qu'on a une liste d'identifiants. Donc attention à ne pas utiliser régulièrement ou à mettre aux mains d'un administrateur technique ou fonctionnel. Et à ne pas lancer simultanément pas faire lancer ça par plusieurs utilisateurs simultanément. Donc ça, c'était des recherches sur les unités archivistiques, donc sur les niveaux de description. Une petite évolution sur la recherche concernant les métadonnées techniques, donc sur les groupes d'objets techniques. Un utilisateur nous a demandé de pouvoir remonter via les API les noms des fichiers, donc le champ FileName dans le CEDA, qui jusque-là était exclu. C'est-à-dire qu'on pouvait rechercher des groupes d'objets techniques, néanmoins l'API ne remontait pas ce champ FileName. On n'a pas voulu non plus débrider totalement le fonctionnement d'exclusion, ce qui fait qu'on a finalement amélioré ce mécanisme-là en proposant une configuration qui permet donc un fichier de configuration qui permet finalement au choix de l'utilisateur et partenant de masquer ou pas les métadonnées techniques qu'il souhaite. Donc par exemple, s'il veut masquer d'autres métadonnées, pouvoir accéder au champ FileName, il pourra le faire. S'il veut masquer d'autres informations, il pourra le faire. Donc c'est ce que je vais vous montrer un petit peu. Donc le fichier de configuration est toujours le même que je vous ai présenté là. C'est accessexternal.conf. Et donc là, vous voyez que j'ai un nom un petit peu à rallonge pour me dire, je vais définir les champs que je veux exclure de ma requête sur les groupes d'objets techniques. Donc par défaut, tous les tenants qui sont installés sur cette plateforme, on voit que j'ai 20 tenants. Par défaut, il exclut, la plupart des tenants excluent FileName. Moi, je vais vous montrer ce qui se passe sur le tenant 1. Donc j'exclus le champ FileName. Sur le tenant 2, je veux le voir remonter ainsi que tous les champs. Et sur le tenant 3, je vais vouloir exclure de mes résultats de requête le poids du fichier, donc le champ size, et l'empreinte message digest. Juste pour que tu prépares, oui. Ça paraît un peu peut-être pourquoi on fait ça. Historiquement, il y avait une question de sécurité pour certains contextes, de dire que des métadonnées techniques pouvaient contenir des informations qu'il ne fallait pas pouvoir afficher. On n'est pas complètement certain de l'usage de cette fonctionnalité historiquement. Le jour où on a constaté que certains en avaient besoin et d'autres peut-être continuaient à pouvoir l'exclure, on a rendu les choses paramétrables et je dirais on a étendu le concept. Globalement, on se dit que dans certains contextes, les métadonnées techniques qui ont pu être apportées dans le système peuvent contenir des informations qui sont très sensibles, notamment dans un contexte militaire, on va dire. Et du coup, on doit pouvoir exclure de manière assez radicale la capacité de remonter ces informations. Voilà. À quoi ça peut servir? Alors, je vais essayer de retrouver, déjà vous montrer en base de données l'élément que je vais vouloir rechercher pour vous montrer un petit peu ce qu'on a. Donc, je vais dans la collection des métadonnées techniques, donc objet groupe. Je vais rechercher le groupe d'objets techniques qui m'intéresse, donc que j'ai préalablement versé dans les 3 tenants. Donc j'ai versé la même archive et les mêmes fichiers numériques. C'est toujours mon lac 1. Donc là, on voit bien que j'ai mon champ FileName, lac.jpeg. J'ai bien un champ size, donc le poids du fichier, et j'ai bien, heureusement, l'empreinte du fichier. Donc sur le tenant 1, je vais rechercher ce groupe d'objets techniques, donc via son identifiant. Et pour rappel, donc logiquement, je vais pas avoir le champ FileName qui va être remonté par l'API. Donc je vais envoyer ma requête. J'ai mon résultat ici. Donc là, j'ai mon groupe d'objets techniques et je cherche désespérément mon champ FileName. Je ne le vois pas. Il a bien été exclu. Je vais faire la même chose donc sur le tenant 2 maintenant. Excusez-moi, je change un petit peu mes variables. Donc là, j'ai rien exclu logiquement, donc mon champ FileName va apparaître ainsi que mon poids de fichier en lançant la requête. Donc là, on voit que j'ai bien récupéré via l'API le champ FileName
J'ai également le poids et l'empreinte. Mon troisième exemple, donc sur le tenant 3, je veux exclure mes résultats de recherche, le champ size et le champ message digest. Donc le poids et l'empreinte. Donc je passe toujours la même requête. Et en résultat, vous voyez bien que j'ai le nom du fichier. Néanmoins, je n'ai ni l'empreinte ni le poids de fichier. Donc ça permet, comme dit Emmanuel, finalement, s'il y a des données qu'on veut surtout pas voir remontées par l'API et que l'utilisateur, on veut surtout pas qu'il le voit, c'est possible via les API. En sachant que c'est possible pour les groupes d'objets techniques, mais pas pour les unités archivistiques, on peut pas faire la même manipulation. Alors, côté référentiel, on a fait quelques petites évolutions, toujours liées à l'enrichissement des métadonnées. Dans le registre des fonds, jusque-là, il n'était pas possible, on n'enregistrait pas l'identifiant du message et la partie commentaires qui sont dans les métadonnées d'en-tête du bordereau de versement. Et maintenant, on peut les récupérer dans le registre des fonds et ça permet de les requêter. Donc finalement, ça permet d'améliorer les recherches, notamment des recherches intellectuelles sur l'intitulé d'un versement ou sur sa description. Et ça permet également de se conformer davantage si on souhaite faire un export sous forme CSV de ce registre des fonds, de manière à pouvoir publier un registre d'entrée conforme au standard national, qui est mis en ligne par le SIAF. Alors pour ce faire, je vais vous montrer un paquet d'archives où j'ai deux commentaires, un commentaire en français et un commentaire en anglais sur un fond photographique. Et j'ai un champ message identifier avec un identifiant, on va dire, technique. Je vais importer ce paquet d'archives. Vitam. Je confirme le versement. Ah, c'est bon, c'est rentré. Et là, pareil, c'est pas encore interrogeable, mais ça le sera bientôt, j'espère, dans l'app registre des fonds de Vitam.ui. C'est interrogeable via les API pour le moment. Donc, je vais vous montrer comment rechercher via l'identifiant du versement. Donc, je change mes paramètres contrat d'accès et le tenant. Donc là, c'est une recherche donc sur la collection registre des fonds. Et je vais rechercher par rapport à l'identifiant que j'ai mis dans mon paquet d'archives que je viens de verser. Donc, je vais envoyer la requête. Je vois que j'ai un résultat avec les informations du registre des fonds. Donc, pour le versement, le registre des fonds, qu'est-ce que ça fait? Ça va calculer le nombre d'unités archivistiques, le nombre d'objets qu'il y avait dans le paquet d'archives. Et j'ai recherché donc par un identifiant technique et on voit que j'ai aussi la partie commentaire qui a été enregistrée. Donc, et mon commentaire en français et mon commentaire en anglais, qui sont aussi requêtables. Dernière petite fonctionnalité que je vais pas forcément vous démontrer, c'est une amélioration quand même qui a son utilité. On s'est rendu compte qu'on pouvait importer de manière un petit peu simultanée un registre des services agents sous forme CSV, ce qui crée des duplications de références dans la collection. Or, sur les services agents, leur identifiant est logiquement unique. Donc, de facto, on a un petit peu amélioré le back-office de manière à ce qu'il bloque ce double import quand on clique un peu trop rapidement sur les boutons d'import. Et ça crée un message d'erreur si on fait ça via les API. Je vais passer la parole à Isabelle Josse pour la suite de la démonstration. Hop, attends, partage ça. Bonjour. Je vais enlever mon masque.
J'ai un gros rhume, donc désolé. On va parler des front office, donc développés sur Vitam-UI. Et ce schéma représente les différentes front office qui sont développés autour des grandes fonctions de Vitam. Et donc, en fonction des différentes versions de Vitam-UI, on a des codes couleurs différentes. Donc aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est les blocs violet foncé qui ont été développés dans le cadre de la V5. Donc, pour la gestion des archives, les travaux sur la mise à jour de masse des règles de gestion ont été... Faut que je me rapproche. Donc, ont démarré, et notamment pour la mise à jour de la DUA. Également, la fonction de calcul des échéances a été mise en place, et enfin, la possibilité de reclasser une unité archivistique et donc de réorganiser les arborescences. Concernant l'accès, et donc sur ça, c'était les nouveautés, mais des évolutions ont été aussi réalisées sur des fonctionnalités existantes, et elles sont représentées par les encadrés violet foncé. Donc, pour l'accès, on a des évolutions au niveau de la recherche des archives et des évolutions aussi sur le registre des fonds qui avait été mis en place sur la V5RC. Enfin, pour la gestion des droits, nous avons les développements du support de connexion via le protocole OpenID Connect, le cas d'usage Agent Connect, qui a été mis en place. Concrètement, ces nouveautés vont concerner 3 apps différentes. Donc, l'app recherche consultation des unités archivistiques. Je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble des développements parce que je vais vous les démontrer. Et donc, l'app recherche, l'app registre des fonds, où on a mis en place des facettes et on a fait évoluer la recherche par une recherche avancée. Et concernant les organisations, on a mis donc la possibilité d'une connexion via Agent Connect. Et pour un souci de sécurité, le paramétrage par défaut des codes couleurs pour pouvoir en fait différencier les environnements de prod, pré-prod et recettes. Alors, je vais passer à la démo. Je suis sur le portail et je vais m'intéresser à la recherche et consultation. Donc, la première évolution concerne l'amélioration de la recherche avancée par la mise en place de nouveaux critères de recherche sur les types d'unités archivistiques. Auparavant, on ne pouvait pas rechercher les unités archivistiques de type arbre et de type plan. Donc, vous voyez qu'il est possible de les sélectionner. Il était seulement possible de pouvoir en fait y accéder via l'arborescence dans le panneau latéral de gauche. Donc, dans notre recherche avancée, sont sélectionnées par défaut les recherches standards, c'est-à-dire avec des archives avec objet ou des archives sans objet, donc avec objet avec un document et sans objet correspondant plutôt à un dossier. Donc, je vais d'abord faire une recherche standard avec une position sur un nœud d'arbre et je vais rechercher les unités archivistiques avec ou sans objet. Donc, je constate que j'ai 309 résultats. Si maintenant, je désélectionne les archives sans objet, mon tableau de résultats se met à jour. Inversement, je vais pouvoir rechercher seulement les archives sans objet et je n'ai plus que 32 résultats. Maintenant, donc, ce qui nous préoccupe, c'est plutôt de pouvoir rechercher ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, des archives, des unités archivistiques de type arbre et de type plan. Donc, je sélectionne et je lance la recherche. Et maintenant, j'ai 59 résultats qui correspondent en fait, en gros, à l'ensemble des nœuds placés dans l'arborescence du panneau latéral de gauche. Pourquoi on a mis en place cette recherche? Déjà pour avoir accès en consultation à ces unités archivistiques, donc de pouvoir afficher
les métadonnées descriptives de ces unités archivistiques, mais aussi de pouvoir avoir accès, alors Marion l'a déjà montré, mais je vais peut-être m'attarder aussi à la mise à jour des métadonnées descriptives de ces unités archivistiques. Donc, je clique donc sur le bouton d'action secondaire de mon panneau latéral, de détail de l'unité archivistique, et j'ai accès en mode modification à la possibilité de modifier l'intitulé, de modifier la description, donc ça Marion l'avait déjà démontré, et la possibilité aussi de modifier le niveau de description. Donc, finalement, je pense que c'est une sous-série, et de renseigner des dates extrêmes. Je clique sur enregistrer. Et je confirme. Donc, il y a toujours l'affichage, quand on lance une action dans VitaMUI, l'affichage d'un bandeau de bas qui permet régulièrement soit d'avoir une information, soit d'aller consulter directement le journal des opérations pour voir si l'opération s'est bien exécutée. Donc, on va aller voir. Et le processus de mise à jour des métadonnées descriptives de l'unité archivistique a bien été effectué. Je vais revenir sur la recherche et consultation. Maintenant, je vais m'intéresser à une nouvelle fonctionnalité qui est celle du reclassement d'unités archivistiques. Donc, on croise les doigts. Pour ça, je vais rechercher mes unités arbre et plan. Je dois au préalable identifier l'unité archivistique vers laquelle je veux déplacer, cible, vers laquelle je veux déplacer mon dossier. Donc, comme on peut voir, il n'y a aucun dossier enfant sur le dossier archive antérieur à 1789. Je vais copier l'identifiant technique de l'unité archivistique. Puis, je vais aller sélectionner. Alors, je m'intéresse finalement justice. Il y a aussi une arborescence dossier. Il faut que je la retrouve dans mes résultats de recherche. Je la recherche. Et je la sélectionne. Et je vais toujours dans mon bouton d'action secondaire, je lance le reclassement de cette unité archivistique. Donc, on a mis en mode MVP cette fonction, pas forcément accessible au niveau de l'unité archivistique dans son panneau latéral, mais sur les sélections de lot d'archives. Mais dans la version MVT, il n'est possible que de reclasser une unité archivistique. En revanche, on se donne la possibilité, par ce choix, de pouvoir, par la suite, pouvoir reclasser un lot d'archives. Donc, je peux faire différentes actions et toujours rappeler l'impact en fait du nombre d'enfants qui seront aussi reclassés avec l'unité archivistique que je vais déplacer. Je peux sélectionner soit le fait de déplacer d'un dossier vers un autre dossier, soit de retirer d'un dossier, soit d'ajouter un dossier. Finalement, je vais vous démontrer le déplacement. Donc, je sélectionne l'action et je fais suivre. Et rappeler le dossier auquel est rattaché mon unité archivistique que je veux reclasser, et donc son intitulé. Donc, elle est classée pour l'instant, elle est rattachée au dossier archives postérieures à 1789. Et je vais coller l'identifiant que je suis allée chercher tout à l'heure.
Il y a un contrôle d'existence donc de l'identifiant technique de la position cible, et une fois que ce contrôle a été effectué, l'intitulé de la position cible est affiché. Donc, je peux lancer mon action de reclassement. J'ai toujours mon bandeau du A. Je vais voir dans le journal des opérations. Donc, la modification des arborescences est en cours quand elle est en vert. Réfléchir. Ça a l'air de bien se passer. Patiente, il y en a 300 et quelques quand même. Je vais retourner donc sur la recherche et la consultation d'archives, et je vais voir que Justice n'est plus sous les archives postérieures à 1789, mais qu'elle est maintenant, donc ça a marché, qu'elle est maintenant sous le dossier archives antérieures à 1780. Avant de passer aux modifications en masse, je vais vous montrer une dernière modification unitaire. Je vais rechercher, pas modification, c'est une évolution unitaire. Donc, je vais sélectionner une unité archivistique qui comprend beaucoup de métadonnées de gestion, et maintenant, j'ai la possibilité de les afficher. Donc, dans le panneau latéral de droite, je clique sur « Afficher l'ensemble des métadonnées ». Un panneau latéral étendu. Un panneau latéral étendu s'affiche, permettant en fait d'afficher l'ensemble des catégories de gestion. Donc là, j'ai toutes les... Oui. C'est un doute. Donc, pour cette unité archivistique, pratiquement toutes les catégories de règles portent ou héritent d'une règle de gestion, sauf le gel. Et dans ce cas-là, le bloc n'est pas déployé. Donc, on peut voir que l'entête du bloc de la catégorie affiche donc l'intitulé de la catégorie, la date extrême et le sort final applicable. Si par exemple, pour la règle de communicabilité, j'ai deux règles de gestion avec des dates de fin différentes, celle qui sera applicable, ce sera la date extrême. Donc, ça va être la règle de ACC 0002 qui a une date d'échéance au 1er janvier 2027 qui va s'appliquer. Donc, on se rend compte qu'on peut afficher donc la DUA, la DUC, la communicabilité, les règles de diffusion et de réutilisation, et on a aussi les règles de classification. Donc, je n'ai pour l'instant dans chaque bloc que les identifiants des règles. Si je veux voir les propriétés, il faut que je clique sur le chevron pour accéder aux valeurs. Donc, je me rends compte que que pour la règle de gestion DUA, c'est une règle qui est portée avec un sort final élimination. Les règles de classification ont plus de propriétés. Donc, quand je les affiche, on voit que l'ensemble des règles de classification sont affichées. Et donc, j'ai d'abord l'intitulé de la propriété donc, et sa valeur, et à la fin du tableau, son statut. Donc, j'ai la propriété propriétaire, niveau de classification, besoin d'autorisation de réévaluation et date de réévaluation. On va passer maintenant aux fonctionnalités de traitement de masse. Donc, je vais faire une recherche standard et je vais vous reparler de la demande de précision du résultat de recherche. Donc, Marion vous a montré tout à l'heure qu'on pouvait demander la précision en cliquant
sur le lien, plus le 10 000 résultats. Si jamais je ne demande pas la précision à ce niveau-là, mais que je veux lancer en fait un traitement de masse sur l'ensemble de mon lot d'archives, je sélectionne, est affiché encore plus 10 000 sélectionnés. Et si je lance une action, j'en profite pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui est le calcul d'héritage des échéances, donc qui se situe à ce niveau-là. Donc je lance le calcul d'héritage sur ma sélection d'archives et on peut se rendre compte là que le calcul de la sélection et du nombre de résultats a été effectué et j'ai une confirmation dans ma pop-up pour savoir si je veux bien lancer ce calcul sur l'ensemble des unités archivistiques sélectionnées. Donc je confirme et à nouveau je peux aller voir le journal des opérations. Le but là, c'est que si jamais on a sélectionné 10 millions d'archives sans avoir fait attention, on puisse renoncer à appuyer sur le bouton valider éventuellement. 10 000 certes, mais combien de fois plus? Donc là, on ne va pas attendre, puisqu'il y en a plus de 10 000, mais à partir du moment où c'est vert, c'est en cours. Je vais revenir sur mon app recherche et consultation. Et je vais maintenant m'intéresser en fait à des nouveaux filtres de recherche qui ont été mis en place dans la recherche avancée. Et donc, après des filtres de recherche sur la règle de gestion DUA qui a été mis en place en V5RC, j'ai la possibilité aussi de faire des recherches sur la règle de gestion communicabilité. Donc, je sélectionne mon filtre de recherche et je vois tous les critères de recherche que je peux effectuer. Donc, j'ai la possibilité, par défaut, on sélectionne toujours les unités archivistiques qui portent au moins une règle de communicabilité ou qui héritent au moins d'une règle de communicabilité. J'ai oublié, j'ai un petit lot d'archives, de lancer d'abord une recherche. Je reviens. Voilà, je voulais vous faire la démonstration sur ce petit lot d'archives où je sais que j'ai différentes règles qui sont portées héritées ou qui n'en ont pas. Donc, j'ai 16 unités archivistiques en résultat. Je reviens et je resélectionne mon filtre de recherche sur les règles de gestion de communicabilité. Je vais lancer la recherche par défaut. Donc, je vois que je n'ai plus que 7 résultats. Donc, cette unité archivistique porte ou hérite d'une règle de gestion. Finalement, je ne veux m'intéresser qu'aux unités archivistiques qui portent une règle de gestion. Et je me rends compte que j'en ai plus que 3. Donc, je vais vérifier dans le panneau latéral que pour ma règle de gestion communicabilité, ma règle est bien portée. Ouf. Je peux aussi faire une recherche sur la date d'échéance. Donc, est-ce que aujourd'hui, j'ai des règles, des unités archivistiques qui ont une règle échue? Donc, j'ai bien une unité archivistique, je vais vérifier. Et donc, la communicabilité, la règle de communicabilité qui est portée est bien arrivée à échéance le 1er mars 2022. C'est bien de cacher le résultat. Il y a Thierry qui apparaît. Ah, Starleaf apparaît. Fassiez confiance. Starleaf bloque. Merci Emmanuel. Je peux également faire une recherche sur un intervalle de date. Donc là, je vais revenir à mes filtres de recherche. Je vais porter ou hériter et je vais
aller en prospectif pour voir finalement entre 2047 et 2072, parce que l'ITAM sera toujours en fonction. Voir dans cet intervalle de date quelles sont les unités archivistiques qui arriveront à échéance. On vérifie pour être sûr. Et on se rend compte que, en effet, pour la communicabilité, la date de fin est le 1er mars 2047. Ça soit pas du. Je peux également, enfin, faire une recherche sur un identifiant de règles. Donc, j'ai un contrôle d'existence de la règle à la saisie. Donc, à partir du moment où la règle existe, la coche verte s'active et je peux la sélectionner et je lance ma recherche. Cette fois-ci, je n'ai plus que 4 résultats et je vérifie une dernière fois. Et donc, cette unité archivistique porte bien la règle que j'ai recherchée. Et enfin, pour terminer sur cette fonctionnalité, je peux également rechercher sur l'intitulé, c'est une recherche approchante, sur l'intitulé de règles de gestion. Donc, je vais faire sur recherche. Donc, j'ai une unité archivistique qui a une règle de gestion dont l'intitulé. Donc, on se rend compte que la règle ACC 0011 est la règle qui est portée par cette unité archivistique. Et j'en profite pour vous montrer que pour cette unité archivistique, on a bloqué la règle héritée ACC 001. Donc, je vais vérifier dans mon référentiel des règles de gestion que cette règle donc on voit bien que cette règle comprend bien dans son intitulé le mot secret. Je reviens sur ma recherche. Et maintenant, donc je relance toujours ma petite sauvegarde. Je ne sais pas, pour rappel, on a la possibilité de sauvegarder des recherches. Ça permet de revenir toujours sur une sélection d'archives. Donc, je reviens sur mon petit lot d'archives avec 16 résultats. Maintenant, je vais m'intéresser à l'évolution qu'on a pu mettre en place sur la recherche par règle de DUA. Donc, je vais lancer par défaut la recherche sur les unités qui portent ou qui héritent d'une règle de gestion DUA. Donc, on s'aperçoit la mise en place de facettes qui nous informe donc c'est des facettes inactives pour l'instant, finalement, qui nous donnent en fait des informations sur ma sélection. Comme mon nombre de résultats a diminué parce que j'ai plus que 9 résultats, puisque j'ai fait une recherche sur la règle de gestion portée ou héritée. Et donc, j'ai éliminé les unités archivistiques qui ne portent pas de règle. Je peux me rendre compte, en fait, que j'ai une alerte et que sur 3 unités archivistiques, dans mes résultats, le calcul de règle n'a pas été effectué. 6 pour lequel le calcul de règle a été effectué, donc les unités archivistiques ont été indexées. J'ai aussi comme information le nombre de règles distinctes
qui sont apposées sur l'ensemble de mes résultats. J'ai aussi des informations autour des dates d'échéance, donc les dates d'échéance qui sont échues ou non échues, donc soit la date du jour, soit à la date que j'ai pu effectuer dans ma recherche. Et enfin, j'ai des informations sur les sorts finaux. Donc, 2 unités archivistiques ont un sort final conservation, 3 unités archivistiques ont un sort final élimination, et une est en conflit. Ça tombe bien, je sais laquelle c'est. C'est un 1er avril, un compte-rendu de 1er avril. Par hasard. Donc, je me rends compte que pour mon bloc de règles de gestion DUA, on m'affiche comme information que les règles sont en conflit. Donc, en effet, j'ai bien 2 règles héritées, et si j'affiche les propriétés, on se rend compte que, en effet, en plus, elles ont des propriétés différentes d'élimination et de conservation. Donc, si je veux procéder à une élimination de cette unité archivistique, ça ne sera pas possible, et il faudra que je mette à jour mes règles de gestion. Sur les filtres que je ne vous ai pas montré dans la communicabilité, c'était la possibilité donc de faire une recherche sur les règles qui sont en attente d'indexation. Donc j'en ai 9, ce qui est très étrange. Je ne vais pas m'attarder. Je vais revenir sur l'autre. Ah, elle a été désactivée. Pour rechercher les règles qui n'ont pas, les unités archivistiques, pardon, qui n'ont pas de règles DUA définies. Donc, l'effet démo montre que mes facettes sont un petit peu, pas forcément très. Je vais lancer l'indexation. Donc, je lance le calcul d'héritage. J'attends un peu. Ah, il faut que j'accélère. Qu'on fasse attention. Je vais passer du coup à la mise à jour des règles de gestion. Donc, je vais faire une sélection et je vais sélectionner l'action mettre à jour les règles de gestion. Donc, j'arrive sur une nouvelle page qui est la mise à jour des règles de gestion. Pour l'instant, on peut ne mettre à jour que les règles de gestion DUA. Je sélectionne la catégorie. Par la suite, on pourra sélectionner les autres catégories. Et je sélectionne l'action à réaliser. Donc, pour aller plus vite, je vais vous montrer la modification d'une règle de gestion, puisque c'est finalement le formulaire le plus complexe. Pour cela, il faut que je rappelle l'unité archivistique que je veux modifier. Donc, j'ai toujours un contrôle d'existence, et à partir du moment où le contrôle est réalisé, le libellé de la règle s'affiche. Je peux modifier une règle de gestion cible, c'est-à-dire modifier le code de la règle. Je peux aussi modifier la date de début et je peux sélectionner seulement la modification de date ou seulement la modification de code. Je vais faire le tout. Et là également, le calcul de la date de fin est réalisé. Je dois effectuer un contrôle. Donc, je ne pourrais pas modifier ces unités archivistiques
parce que 7 donc de ma sélection ne porte pas la règle de source, donc je ne vais pas pouvoir la modifier. Mais par contre, je peux faire une autre chose, c'est ajouter directement la règle que je voulais modifier. Donc, je définis un sort final. J'effectue les contrôles. Et là, je me rends compte que les 7 unités archivistiques seront prises en compte, puisque il ne s'agit que d'un ajout. Je lance la mise à jour, je confirme. Je devrais avoir un petit bandeau du bas. Ah, le voilà. Donc, je peux aller dans le journal des opérations et je vois que la mise à jour des métadonnées des unités archivistiques, des unités archivistiques est en cours. Parce qu'il fallait que je vous montre. On va terminer par l'amélioration de l'app de registre des fonds. J'ai encore combien de temps? Plus. Montre vite. Vite. Voilà. Donc, pour cette nouvelle app, donc on a mis en place des facettes qui ne sont pas actives, qui sont des informations compilées sur les résultats de recherche du registre des fonds. Donc, j'ai l'information sur le nombre d'entrées, sur les nombres d'unités archivistiques, le nombre de groupes d'objets, le nombre d'objets et la volumétrie. J'ai également la possibilité de faire une recherche sur la date de prise en charge des versements. Donc, je lance et je vois que pour le 28 juin, j'ai effectué 3 versements. J'ai également d'autres filtres de recherche qui ont été mis en place. Une recherche sur l'identifiant du service producteur. J'en ai 0. Est-ce que tu as gardé la date? Parce que j'ai gardé la date. Merci Alice. Parce que il faut que je le refasse. Ça s'écrit comme ça. Vitam. Majuscule. Petite sensibilité Là, à la casse. Ça y est. Ah ouais. On voit bien que c'est des versements du service producteur Vitam. Donc rapidement, on peut faire des recherches sur les contrats d'entrée, sur les profils d'archivage, sur les modalités d'entrée. Donc ça, je peux vous montrer rapidement. Donc, je désélectionne par défaut. J'ai l'ensemble des modalités d'entrée qui sont sélectionnées. Je lance ma recherche. Et donc, je me rends compte que j'ai bien un leg, une dévolution, un dépôt. Je n'ai plus que 4. Et enfin, la dernière, c'est une recherche sur les opérations subies par les versements. Donc, c'est une inclusion, une exclusion. Donc, je peux faire une recherche sur les versements qui ont subi des éliminations. Et je me rends compte que j'en ai 2. Et en effet, sur le statut, les versements ont eu partiellement éliminés ou transférés. Thierry. Ouais, c'est mon tour. Ouais. Et bien vous translater un petit peu. Oui. J'arrive sur partage. Je... Je vais faire rapidement pour expliquer l'avancée. Ouais. C'est pas la même chose sur mon écran. C'est moi qui fais là. Ah, c'est toi? Ah, tu veux quoi? Il va présenter, je pense. Il va présenter.
Donc les habilitations, on a travaillé à essayer d'améliorer l'exploitabilité et la sécurisation des habilitations d'Orbitam qui sont basées sur l'usage notamment de certificats qui permettent aux applications de s'identifier auprès du back-office. Ces certificats ont une durée de vie limitée et même si à l'origine c'est à la charge du système qui a généré la clé, enfin les certificats, de déterminer leur fin de vie, on a décidé d'ajouter des éléments qui permettent de déterminer si des certificats approchent de leur fin de vie ou sont dépassés. Donc ça, c'est un ajout qui est fait dans la V5 et dans la prochaine version, il y aura un système automatique qui permettra d'alerter l'exploitant, soit de la proximité de fin de vie d'un certificat ou même déjà de son expiration. On a également ajouté un script qui permet de visualiser l'ensemble de la chaîne profil de sécurité, contexte et certificats associés. Donc, là, quand ce soit là. On va s'en passer là. Je prépare le lancement du script, je le valide. Il va interroger les bases de données du back-office, récupérer les informations sous une forme parfaitement intelligible que vous voyez là. J'en ai fait une petite copie pendant que mes collègues travaillaient pour que ce soit un peu lisible. Là, on voit en fait l'organisation profil, contrat d'accès et certificat sous la forme de liste arborescente qui est utilisable par les exploitants pour reconstituer à nouveau, s'ils le souhaitent, leur chaîne d'habilitation. Malgré mes lunettes, je ne vois plus mon curseur. L'offre froide, grosse évolution, contribution du FINES qu'on remercie fortement sur le sujet, qui permet d'avoir une offre froide désormais en offre unique dans le back-office, qui permet aussi d'améliorer l'exploitabilité en faisant des opérations techniques comme la synchronisation d'offres à partir de cette nouvelle offre froide. Le gros sujet qui est impactant pour nous, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les workflows soient adaptés pour travailler avec une offre qui ne donne pas tout de suite les informations. Donc, gérer l'attente jusqu'à ce que les bandes soient disponibles. C'est pas forcément trivial, mais c'est important pour sécuriser un back-office que ces offres soient désormais disponibles et pleinement exploitables. Stratégie de stockage, une petite évolution qui découle de ces améliorations sur l'offre froide. Il est désormais possible de donner un rang sur les offres qui sont implémentées et donc de définir une priorité quant à leur usage quand on recherche des archives. Ça, c'est important de le souligner pour les exploitants parce que ça touche à ce qu'on appelle la vous êtes obligé de rajouter ces petites informations-là à partir de la V5. Les tests de non-régression, TNR, on en livre un certain nombre. Donc nous, on les utilise au quotidien. Ça permet de contrôler au fur et à mesure de nos développements que la solution continue à fonctionner tel qu'on le souhaite malgré les modifications du code. Maintenant, on a plus de 600 tests automatisés qu'on fournit, qu'on met à disposition de la communauté. On les enrichit régulièrement. Là, on en a des nouveaux qui touchent à préservation, de cohérence et vérification des journaux sécurisés. On a également rajouté la génération automatique d'un rapport en format HTML pour pouvoir visualiser ces TNR. Là, j'ai mis un petit screen, mais c'est pas très parlant. Là. Oui, ici. Ça, c'est le rapport HTML qui pourra encore évoluer à l'avenir, mais qui montre un certain nombre de tests qu'on peut ensuite chercher à détailler. Hop.
Donc là, c'est tout ce qui est réalisé durant le test et on peut encore afficher à chaque étape les scénarios et le retour associé. Ça, c'est à disposition également à partir de l'année 5. Cette version de composants, comme à chaque version, pour garantir la sécurité du produit, on veille à mettre à jour les composants embarqués. Composant critique Elasticsearch qui est monté en 7.16.3, là j'ai mis une petite coquille, c'est pas 7.16.2, qui était notamment prérequis pour s'affranchir définitivement de la faille critique Log4Shell, composant Log4j. Tout en bas, je vais vous épargner la liste, mais on a un certain nombre de composants qui ont été mis à jour. C'est un travail de fond, mais pour garantir la sécurité du produit, il n'y a pas d'autre choix que de monter régulièrement ces composants. Supervision, on fournit une automatisation complète de la configuration de la stack Prometheus Grafana, qui est un outil qu'on propose superviser le back-office, et on a rajouté notamment des informations qui sont extraites de Consul. Consul étant le petit annuaire qui permet à tous les services de Vitam de se retrouver entre eux. Donc ça, si j'ai Consul ici, je vais rebasculer sur autre chose. Ça, c'est l'interface de Consul. Donc là, il me dit que mes petits services, ils sont OK, ça tombe bien. Mais on restitue dans ces informations dans un tableau de bord. Je descends tout en bas. Hop, voilà, j'ai mis l'information. Avec un Noël. Un cadavre dans la clim. Les informations consul qui sont présentes ici, voilà, un certain nombre de services, OK. L'idée, c'est de permettre d'avoir dans un point central, fournir à l'exploitant l'état de tous ces services sans qu'il ait à cliquer dans 8 interfaces différentes pour retrouver ces informations. Et je vais finir par les nouveautés techniques qui touchent l'interface. Donc, amélioration de la sécurité, c'est la même chose que pour le back-office. Ils sont corrigés. Ça induit également des montées de versions de composants comme au fond de l'UX Design, le flux des interfaces, leur conception pour que l'utilisateur ait une expérience optimale pour le quotidien, des modifications qui sont apportées dessus. Et habilitation OpenID, on a touché un petit mot avant, c'est la possibilité au final de pouvoir utiliser Vitam avec Agent Connect. Agent Connect. Merci Serge. Ce qui me semblait important. Merci beaucoup Thierry, Isabelle, désolée.